حيلا شباب نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تاع دوفوار دو سانتيز نيميرو 1 تروازيام انيمات. وكالعادة قبل ما تشوفوا كوريكسيون تشوفوا في أسفل الفيديو ليان تاع السوجي على الدرايف PDF تهبطوه تخدموا سوجي وبعد تمشوا تشوفوا كوريكسيون. يلا نبداو من الشيمي. l'exercice 1 قال لنا définir un acide branchette et une réaction acide-base. Donc ce sont des questions de cours. Donc un acide branchette est une entité chimique chargée au neutre capable de céder un ion H+. Une réaction acide-base est une réaction au cours de laquelle il y a eu un transfert d'ion H+, de l'acide vers la base. La question 2 maintenant, on considère les entités chimiques suivantes. Donc vous avez une liste des entités chimiques. Écrivez les symboles du couple acide-base qu'on peut former avec ces entités. Donc les couples, donc vous avez H2O ou H-, H3O plus H2O, NH4 plus NH3, NH3, NH2 moins, H2SO4, HSO4 moins, et HSO4 moins, SO4 2 moins. La question petit b, on vous demande d'écrire les équations formelles associées à chaque couple. Donc vous avez l'acide double flèche H+, plus la base conjuguée, donc dans cette liste. La question petit c, on vous demande de préciser les ampholytes dans cette liste. On a dit qu'un ampholyte joue à la fois le rôle d'un acide dans un couple et d'une base dans un autre couple, soit dans notre cas, les ampholytes H2O, NH3 et HSO4 2 moins. La question 3, maintenant, petit a, on mélange un volume V1 égale 30 ml d'une solution S1 de chlorure d'ammonium NH4Cl de concentration C1 avec un volume V2 égale 50 ml d'une solution S2 d'hydroxyde de sodium NaOH concentration C2. Petit a, écrit l'équation chimique de la réaction qui se produit entre les ions NH4+ et les ions hydroxyde OH-. Donc vous avez l'équation donc NH4+ plus OH- donne NH3 plus H2O. C'est une réaction acide-base, donc NH4+ cède H+, OH- capte H+, donc pour donner NH3 et H2O. La question petit b, on vous demande de déterminer le réactif limitant. Donc le nombre de moles de NH4+, c'est égal à C1 V1 puisqu'il provient de NH4Cl, donc égal 10-3. OH- provient de NaOH, donc le nombre de moles égale C2 V2, donc égal à 10-3 moles. Comme le nombre de moles de OH- égale à 10-3 supérieur au nombre de moles de NH4+, donc NH4+ est le réactif limitant. La question petit c, on vous demande de calculer la concentration molaire des anions présents dans le mélange à la fin de la réaction. Comme OH- est le réactif en excès, donc on va calculer la concentration de OH- restant, égale C2V2 moins le nombre de moles de OH- qui a réagi, égale le nombre de moles de NH4+, c'est-à-dire C1V1, sur le volume du mélange. On trouve donc concentration égale 8,75 10-2 mol litre moins 1. Et l'anion Cl-, c'est un anion spectateur, il ne participe pas à la réaction. Donc il provient de chlorure d'ammonium NH4Cl, donc concentration égale nombre de moles de Cl-, c'est-à-dire C1V1 sur volume du mélange. Donc on trouve une concentration égale à 3,75 10-2 mol litre moins 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on donne le volume molaire égal, la combustion de 10 ml d'un hydrocarbure gazeux A dans un volume V0 égale 55 ml d'oxygène donne un mélange gazeux B. Pour analyser B, on réalise les tests suivants. On fait passer B dans un flacon contenant de l'eau de chaux. Elle absorbe 30 ml. On sait que l'eau de chaux absorbe CO2. L'action du phosphore sur B fait diminuer son volume de 5 ml. On dit dans la première question, sachant que le phosphore absorbe le dioxygène, montrez que la réaction de combustion est complète. Donc si le phosphore absorbe le dioxygène, ça veut dire que le mélange gazeux obtenu contient de l'oxygène, c'est-à-dire l'oxygène est en excès. Et si l'oxygène est en excès, donc la réaction de combustion est complète. Donc le volume de dioxygène restant absorbé par le phosphore est égal à 5 ml. Donc le dioxygène étant en excès, donc la combustion est complète. La question 2 maintenant. Déterminer le volume de dioxygène nécessaire à la combustion des 10 ml de A. Donc on a utilisé un volume V0 égal à 55 ml. Vous avez un volume de dioxygène restant égal à 5 ml. Donc le volume nécessaire c'est égal à 55 moins 5 est égal à 50 ml. Voilà.
égale à 50 millilitres. La question maintenant, petit 3. Quel gaz est absorbé par le flacon contenant de l'eau chaude? On a dit que c'est le dioxygène, le dioxyde de carbone, CO2, le gaz carbonique. Détermine le volume de ce gaz. Donc le volume du gaz donc, est égal à 30 millilitres, puisqu'on a dit que l'énoncé, donc on vous dit que voilà, on fait passer B dans un flacon contenant l'eau chaude, elle absorbe 30 millilitres. Donc le volume de CO2 c'est égal à 30 millilitres. La question 4 maintenant, écrit l'équation de la réaction de combustion entre l'hydrocarbure A et le dioxygène. Donc vous avez CXHY plus X plus Y sur 4 fois O2 donne X fois CO2 plus Y sur 2 fois H2O. Donc ça c'est l'équilibre. Donc en utilisant les coefficients X et Y. La question 5 maintenant, détermine la formule brute de cet hydrocarbure A, c'est-à-dire on va déterminer X et Y. Donc on va utiliser l'équation de la réaction. D'après la réaction, vous avez le nombre de moles de CO2 sur X égale le nombre de moles de A sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire sur 1, d'où X est égal au nombre de moles de CO2 sur le nombre de moles de A. Avec le nombre de moles de CO2 égale volume de CO2 sur volume molaire, et le nombre de moles de A égale volume de A sur volume molaire. Donc on trouve X égale à 3. Maintenant, on va calculer Y d'après l'équation de la réaction. Vous avez le nombre de moles de O2 sur X plus Y égale le nombre de moles de A sur 1. Voilà. Donc X plus Y égale X plus Y sur 4 est égal au nombre de moles de O2 sur le nombre de moles de A. Nombre de moles de O2 étant égal volume de O2 sur volume molaire et le nombre de moles de A étant égal volume de A sur volume molaire. Donc on trouve volume de O2 sur volume de A, d'où Y égale à 4 fois volume de O2 sur V moins X. Donc soit Y égale à 8. Donc la formule de notre hydrocarbure A est égale à C3H8. Passons maintenant à la partie physique. Donc l'exercice 1, on considère le dispositif de la figure 1. Donc vous avez un générateur, un ampèremètre, un rhéostat pour varier l'intensité du courant, deux rails parallèles, un aimant en U, donc pour avoir un champ magnétique uniforme, une tige T, un fil qui passe à travers la gorge d'une poulie de masse négligeable et axe fixe, attaché à un ressort vertical et une règle graduée pour déterminer, si vous voulez, l'allongement ou bien la déformation du ressort d'une façon générale. Donc la tige T en cuivre peut coulisser sans frottement sur les rails. Sa partie centrale de longueur L égale à 10 cm baigne dans un champ magnétique B vertical. Le fil inextensible de masse négligeable est attaché à l'une des extrémités du milieu de la tige. Donc un ressort de raideur K égale. L'autre extrémité est fixée à un ressort fixé. La poulie de masse négligeable peut tourner sans frottement autour de son axe. Sur le schéma de la figure 1, on vous demande de représenter les forces qui s'exercent sur la tige T en équilibre et écrire la condition d'équilibre de la tige. Donc on va représenter les forces qui s'exercent donc sur la tige. Vous avez le poids P, vous avez la tension T du fil, les deux réactions R1 et R2 des rails, donc rail AD et rail CE, donc perpendiculaire au rail. Et vous avez la force F qui est directement opposée à la tension du fil pour que la tige soit en équilibre. Condition d'équilibre, donc on a P plus T plus F plus R est égal à vecteur nul, avec R est égal à la résultante R1 plus R2. Voilà. La question petit b maintenant, indiquée en justifiant le pôle nord et le pôle sud de l'aimant. Donc, pour déterminer le pôle sud et le pôle nord de l'aimant, on a dit qu'il faut que la force F, force de la place, soit directement opposée à la tension T. Et en utilisant la règle de l'observateur d'ampère couché sur le fil, le courant lui rentre, voilà le sens du courant, lui rentre par les pieds et sort par la tête. Sa main gauche indique le sens et la direction de F et regarde dans la direction de B, c'est-à-dire il regarde vers le haut, donc B est dirigé vers le haut. Et par conséquent, donc on a cette pôle, c'est le pôle nord et ce pôle c'est le pôle sud. Voilà. Maintenant la question de petit a.
Donc la question 2, à l'aide d'un rhéostat, on fait varier l'intensité du courant I du courant dans le circuit et on note l'allongement X du ressort lorsque la tige T est en équilibre. Les résultats de mesure ont permis de tracer la courbe I en fonction de X, c'est-à-dire l'intensité du courant I en fonction de la déformation X du ressort. Donc on trouve une droite linéaire. Sachant que l'on peut écrire I égale à A fois X et déterminer la valeur de A, c'est-à-dire la pente. Donc pour déterminer la valeur de A, donc calcul de la pente, donc on a choisi 2 points, donc 4 sur 2 fois 10 puissance moins 2 par exemple, égale à 200 ampères mètre moins A. Donc 2 sur donc l'abscisse 1 fois 10 puissance moins 2. La question B maintenant, montrer que I est égal à K, raideur du ressort, sur B fois L fois X. Voilà. Donc calcul de I. Donc voilà les forces maintenant. Vous avez la tension du fil, vous avez la force de la place, le poids et la réaction R, la résultante des deux réactions R1 et R2. Donc on a représenté toutes les forces au centre de gravité de la tige. Et vous avez la tension du ressort TR. Donc projetons la relation 1 sur l'axe X'. La relation 1, c'est-à-dire la condition d'équilibre P plus T plus F plus R égale vecteur nul. Donc si on va projeter cette relation sur l'axe des X, donc le P ou le R le projeté nul, donc on aura T donc moins F est égal à 0. Et comme le fil est inextensible et la polluée de masse négligeable, donc on peut dire que T, la tension du fil, est égale à la tension du ressort. Donc on va remplacer T par TR, qui est égal à K fois X. Donc 2, 3 donne F égale T, c'est-à-dire K fois X, F étant est égal à B fois L fois I, force de la place, est égal à K fois X, donc d'où I est égal à K sur B fois L fois X. Voilà. La question maintenant, petit c, en comparant les équations 1 et 2, identifier déduire l'intensité B du champ magnétique qui règne entre les branches de l'aimant. Donc les deux relations, I égale à A fois X, I est égal à K sur B fois L. Donc par identification, on peut dire que K sur B fois L est égal à la pente A. La pente A déjà calculée. Voilà. Donc on en déduit que B est égal à K sur A fois L, d'où B égale à 0,5 Tesla. Voilà. Maintenant, la troisième question. On inverse le sens du courant dans le circuit, dont l'intensité est fixée à 1 ampère. On élimine le fil F et pour maintenir la tige T en équilibre sur les rails, on incline le plan horizontal supportant le dispositif d'un angle alpha égale 15 degrés, voire figure 3A. Voilà la figure 3A. Donc, on a incliné les deux rails, on a inversé le sens du courant, donc la borne positive. Donc, on aura le courant qui passe maintenant dans ce sens-là, dans la tige. Là, vous avez une vue de face. Donc, si on regarde ce dispositif en vue de face, donc la tige paraît sous forme d'un point, si vous voulez, et les deux rails sont confondus. Donc, voilà la figure en vue de face. Et le vecteur champ magnétique, maintenant, on a pris un vecteur champ magnétique perpendiculaire aux deux rails. Donc, voilà B. La question petit a, représentée sur la figure 3B, en vue de face, les forces qui s'exercent sur la tige T en équilibre. Donc, passant sur la figure 3B, donc vous avez le poids, vous avez donc l'intensité du courant I, donc si on regarde en vue de face, donc c'est rentrant, donc vous avez un courroie là, cercle courroie, donc ça c'est I, ça c'est notre tige. Donc la réaction R perpendiculaire au rail, donc son frottement, ça c'est la direction et le sens de B. Et si on applique la règle de l'observateur d'Ampère, donc on trouve que F est parallèle aux deux rails, donc dirigé dans ce sens-là pour que la tige soit en équilibre. Voilà. La question suivante maintenant, petit b, montrer que la masse de la tige T est donnée par M est égal à I fois B fois L sur G fois sinus alpha, calculer sa valeur. Donc, on va utiliser la condition d'équilibre de la tige, la somme des forces égale vecteur nul, donc P plus F
plus R égale vecteur nul. On va projeter cette relation sur l'axe x', x. Donc, si on projette sur l'axe x', x, on trouve f moins p sinus alpha est égal à 0. Donc, d'où f, c'est-à-dire b fois l fois i, est égal à p sinus alpha, c'est-à-dire mg sinus alpha. D'où m égale à bli sur g sinus alpha, application numérique, m égale à peu près 0,02 kg. La question suivante maintenant, montrer, calculer sa valeur. La question suivante, on va passer à l'exercice 2. Donc, à l'exercice 2, c'est un exercice donc, sur la gravitation universelle. On vous dit que lors de l'exploration de la planète Jupiter, les sondes spatiales Voyageur 1 et Voyageur 2 ont mesuré les valeurs du champ de gravitation à deux altitudes différentes. Les résultats obtenus sont les suivants. Donc l'altitude H1, H2, et vous avez la valeur du champ de gravitation G1 et G2. Sur le schéma de la figure 4, représentez le champ de gravitation créé par la planète Jupiter au point M. Donc ça c'est la planète Jupiter, ça c'est le vecteur unitaire U, le rayon R de Jupiter, l'altitude H et la sonde Voyageur. Donc au point M. Au point M, donc on va représenter le vecteur champ de gravitation qui est toujours son tripète. Donc voilà G. La question 2 maintenant, petit a. Donc sachant que l'expression du champ G de gravitation créé par la planète Jupiter au point M d'altitude H et Gm est égal à moins G mj sur Rj plus H le tout au carré fois U. Donc c'est un vecteur, comme on a dit, centripète. Exprimer les valeurs G1 et G2 du champ de gravitation créé par la planète Jupiter au point M1 et M2, position respective de deux sondes voyageurs 1 et 2. Donc pour exprimer G1 et G2, donc on va remplacer tout simplement l'altitude H par H1 et là par H2. Donc G2 est égal à Gmj Rj plus H2 le tout au carré et G1 égale à Gmj Rj plus H1. Par la suite, on vous demande de calculer le rapport G1 sur G2. Donc, on va remplacer chaque grandeur par son expression. Donc, on trouve Gmj sur Rj plus H1 sur Gmj Rj plus H2 le tout au carré. Donc, on simplifie par J. Donc, on trouve par M aussi. On trouve donc Rj plus H2 le tout au carré sur Rj plus H1 le tout au carré. La question suivante. Montrer que le rayon de Jupiter est donné par la relation Rj égale à H2 moins alpha H1 sur alpha moins 1 où alpha est égal à racine de G1 sur G2. Donc, ce sont des calculs mathématiques. Donc, alpha étant égal à racine. Donc, 1 s'écrit. Donc, on va reprendre cette expression. Donc, 1 s'écrit alpha égale. Donc, on va passer à la racine. Donc, racine de G1 sur G2 égale Rj plus H2 sur Rj plus H1, puisque ça c'est le carré, donc racine Taha. Donc reste Rj plus H2 sur Rj plus H1. Donc on développe, donc c'est un calcul mathématique, donc développement. On va remplacer ce terme-là par alpha. Donc on trouve finalement que Rj est égal à H2 moins H1, moins alpha H1 sur alpha moins 1, c'est-à-dire l'expression demandée, avec, on a dit bien évidemment que alpha est égal racine de G1 sur G2. Maintenant, on vous demande de calculer la valeur du rayon de Jupiter. Donc, alpha est égal à 2,07. On a les valeurs de G1, G2 à l'altitude H1 et H2. Donc, on prend ces valeurs-là du tableau indiqué dans l'énoncé. Donc, d'où Rj est égal à 69,66 fois 10 puissance 3 km. Par la suite, on vous demande de calculer la masse de la planète Jupiter. Donc, puisqu'on a G1 égale, on peut utiliser la valeur de G1 ou bien la valeur de G2 comme vous voulez. Donc, on tire là, la masse mj est égale à G1 fois Rj plus H1, le tout au carré sur G. Donc, tout calcul fait, on trouve la masse de Jupiter est égale à 1,884 10 puissance 27 kg. Voilà, merci pour votre attention. On se voit prochainement, Inch'Allah. Bislama.